Bonjour à tous. Donc, au cours de cette présentation, je vais discuter avec vous la stratification du risque de mort subite dans la cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit. Donc, la cardiomyopathie ou dysplasie arythmogène du ventricule droit est une cardiomyopathie héréditaire qui est caractérisée par un remplacement fibro-adipeux, principalement au niveau de l'épicarde, qui va entraîner des zones de conduction lente, qui vont faire le lit des arythmies ventriculaires, qui sont dans une grande majorité des tachycardies ventriculaires monomorphes, de mécanismes réentrants, beaucoup plus fréquentes que les tachycardies ventriculaires polymorphes et la fibrillation ventriculaire. Néanmoins, la mort subite est une problématique importante dans cette pathologie. On considère que 3 à 10% des morts subites inexpliquées chez les jeunes sont liées à une dysplasie arythmogène du ventricule droit, avec un taux d'incidence aux alentours de 0,5 à 1,5% par an. Le risque de mort subite semble plus important chez les hommes que chez les femmes. Et quand on regarde l'âge de survenue, on voit que globalement, c'est des événements qui surviennent plutôt chez les gens jeunes. Ici, dans cette rétrospective de cas, on avait 2/3 des morts subites qui survenaient à moins de 30 ans. Et ici, dans ce registre italien, on voyait que la majorité des événements rythmiques, entre guillemets, létaux, survenaient entre l'âge de 20 et de 40 ans. Donc plutôt des gens jeunes. Donc toute la question, en fait, ça va être de stratifier le risque et d'identifier ici les patients à haut risque, en particulier en prévention primaire, qui donc justifieraient de la pose d'un défibrillateur. Et tout ça, évidemment, c'est la balance bénéfice-risque entre le taux de complications liées au défibrillateur qui est quand même relativement élevé dans cette population. Ça, c'était dans les séries de défibrillateurs endocavitaires, on était à peu près à 20% de dysfonction ou de complications liées au défibrillateur à 10 ans, ce qui est quand même relativement élevé. Et puis le risque d'arythmie ventriculaire, qui est quand même très important dans cette pathologie. Ici, en prévention primaire, on va retrouver dans les séries une incidence de l'ordre de 2 à 5% par an, ce qui est très important. Néanmoins, ces arythmies ne sont pas toutes létales et le risque de mort subite est, lui, moins important, de l'ordre de 0,5 à 1,5% par an. Donc le premier élément qui permet de stratifier le risque, c'est l'expression de la maladie, puisque là ici dans cette série, il avait été montré que les patients qui avaient un diagnostic certain selon les critères diagnostiques de la Task Force de 2010 étaient ceux qui étaient à risque de développer les arythmies ventriculaires et que finalement ceux qui n'avaient pas de diagnostic certain, par exemple les porteurs de mutations qui avaient un diagnostic et une expression phénotypique qui était modérée, finalement étaient à faible risque, ce qui était quand même plutôt rassurant pour cette population. Quand on regarde les facteurs de risque qui ont été retrouvés, les facteurs de risque d'arythmie ventriculaire létale, donc ce qui est souvent représenté dans les études comme des tachycardies ventriculaires à plus de 250 par minute ou le risque de mort subite. Finalement, il n'y a pas tant de facteurs que ça qui ont été retrouvés. Il y a la jeûne, il y a la syncope, il y a la dysfonction ventriculaire gauche associée, et puis il y a certains facteurs génétiques, des gènes assez rares, en particulier dans la population française, comme le gène TMEM43, le gène du phospholimban, et possiblement également le gène DSP, qui est un gène un petit peu plus fréquent et qui est associé à une atteinte ventriculaire gauche, qui est quand même beaucoup plus importante que les autres gènes du desmosome cardiaque. Quand on s'intéresse cette fois-ci aux facteurs de risque d'arythmie ventriculaire, mais tout venant, donc qui prend les arythmies létales, mais également toutes les arythmies ventriculaires, y compris celles qui sont bien tolérées, eh ben, on va retrouver beaucoup plus de facteurs. Et globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que plus le patient a une expression de la maladie ou une atteinte sévère, plus il va être à risque. Alors, il y a des facteurs comme l'âge, le sexe masculin, des facteurs rythmiques comme la stimulation ventriculaire positive, la présence de tachycardie ventriculaire non soutenue, des facteurs liés morphologiques comme la dysfonction ventriculaire gauche et la dysfonction ventriculaire droite modérée ou sévère, des facteurs ECG, globalement plus l'électrocardiogramme est anormal et plus le patient est à risque, et puis il y a aussi des facteurs génétiques comme la présence de double mutation, et des facteurs également comportementaux, en particulier l'activité sportive intensive ou de compétition.
Et donc, cela signifie que quand on va stratifier le risque des patients, eh ben, il va falloir prendre en compte tous ces facteurs, les symptômes, est-ce que le patient présente des palpitations soutenues qui évoquent des tachycardies ventriculaires, une syncope, est-ce que il présente des arythmies ventriculaires en particulier non soutenues sur le Holter ou le test d'effort, quel est le nombre d'extrasystoles également, des facteurs morphologiques, en particulier le degré de dysfonction ventriculaire droite et gauche à l'échographie et à l'IRM, les facteurs génétiques et puis l'activité sportive. Alors l'activité sportive, c'est quelque chose qui a été assez bien montré dans les études de cohorte, comme étant associé premièrement à une expression de la maladie plus importante, mais également au risque rythmique. On voyait ici sur cette étude que c'est les patients qui faisaient du sport de compétition qui étaient à plus haut risque, et surtout ceux qui continuaient à faire du sport de compétition, qui restaient les plus à risque d'arythmie ventriculaire ou de décès au cours du suivi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en changeant les comportements des patients pour améliorer leur risque. La stimulation ventriculaire, c'est quelque chose qui est assez débattu, puisqu'en fait les résultats sont un peu contradictoires dans la littérature. Globalement, une stimulation ventriculaire positive, ça montre que vous avez un substrat de survenue d'arythmie ventriculaire, avec en particulier un substrat réentrant. Et donc les patients globalement qui ont une SVP positive sont plus à risque d'avoir des tachycardies ventriculaires au cours du suivi. Mais quand on regarde le rôle de la SVP sur la prédiction des facteurs, des événements les plus graves, comme la mort subite, et ben finalement c'est pas si bon que ça. Et ça c'est ce qui avait été retrouvé dans les registres italiens, mais ce qu'on avait aussi retrouvé dans le registre de la pitié salpêtrière. On voyait que finalement la prédiction du risque de mort subite à partir de la SVP était pas si bonne, et en particulier la valeur prédictive négative était pas si bonne. Nous, par exemple, il y avait la moitié des patients qui avaient fait une mort subite qui avaient une SVP qui était négative initialement. Globalement, il y a un consensus d'experts qui a été proposé en 2015 en fonction des différents facteurs de risque que je vous ai présentés. Les patients à bas risque, c'était les patients qui avaient aucun des facteurs de risque ou les porteurs sains de mutation. Et puis, il y avait tous les patients qui avaient des facteurs de risque mineurs ou des facteurs de risque majeurs ici qui étaient considérés comme la syncope, la TV non soutenue et la dysfonction ventriculaire droite ou gauche, qui étaient donc à proposer, à qui il fallait proposer un défibrillateur. Et puis évidemment, les patients en prévention secondaire. Donc en fait, ça faisait beaucoup de patients, enfin moi je trouve que ça fait quand même beaucoup de patients à qui on devrait proposer un défibrillateur. Les recommandations de l'HRS qui sont parues l'année dernière ont un peu modulé ceci en donc classant effectivement les patients en facteurs de risque majeurs ou mineurs. Donc les facteurs de risque majeurs, c'était la TVNS, la SVP positive, la dysfonction ventriculaire gauche, et puis les facteurs de risque mineurs, c'était le sexe masculin, la présence de plus de 1000 ESV par 24 heures, la dysfonction ventriculaire droite, modérée ou sévère, le statut de cas index ou des facteurs génétiques comme la présence de 2 mutations. Et globalement, il fallait quand même avoir au moins 3 facteurs de risque majeurs, 2 majeurs et 2 mineurs, ou 1 majeur et 4 mineurs, pour avoir une recommandation de défibrillateur en prévention primaire. Donc ça faisait quand même beaucoup moins de patients à qui on doit proposer le défibrillateur. Alors la difficulté de tout ça, c'est que en fait, tous ces facteurs de risque proviennent d'études, et globalement, il n'y a pas beaucoup de facteurs de risque homogènes qui ont été retrouvés en prévention primaire. Ce qui explique qu'il y a eu cette étude qui a été réalisée et qui est parue l'année dernière, qui est basée sur une cohorte de 528 patients en prévention primaire, et qui a permis d'identifier 7 facteurs de risque, le sexe masculin, l'âge, la syncope récente, les TVNS, le nombre de ESV par 24 heures, ce qui est un nouveau facteur de risque, c'est-à-dire le nombre de dérivations avec des ondes négatives et la dysfonction, enfin la fraction ventriculaire droite en IRM, et que à partir de ce modèle, il permettait de déterminer le risque d'événement à 5 ans de manière relativement fiable. Et donc, ce score de risque peut être tout à fait accessible maintenant sur Internet à partir de cette adresse Internet que vous trouvez ici. Alors, le problème, c'est que ce score, il n'a pas été validé, il n'y a jamais eu de validation externe. Donc, nous, on s'est intéressé à justement voir si on pouvait valider ce score sur notre population. Donc, c'était une population de réplication de 128 patients. Et on voyait que ce score, donc, il avait une bonne discrimination avec un index C qui était à 0,84, donc ce qui est quand même très élevé. Mais par contre, on voyait que chez les patients qui étaient
entre guillemets à bas risque ou à risque intermédiaire, ils surestimaient beaucoup le risque prédit. Et finalement, c'était les patients qui avaient un score de risque de plus de 50% à 5 ans, de risque prédit de plus de 50% à 5 ans, qui étaient vraiment ceux qui étaient vraiment le plus à risque. Et quand on s'intéressait au cut-off qu'on pouvait proposer aux patients, on voyait que par exemple, si on prenait un cut-off de plus de 10%, il y avait 1% des patients à qui présentaient des événements alors qu'on ne leur a pas proposé de défibrillateur, mais qu'il y avait 58% des patients à qui on mettrait un défibrillateur mais qui ne s'en était jamais servi, et que par exemple, si on prenait un cut-off ici, par exemple, de 30%, il y avait 3% des patients qui présentaient des arythmies alors qu'on ne leur avait pas proposé de défibrillateur, et le risque d'avoir un défibrillateur, entre guillemets, inutile, descendait ici à 28%. Donc toute la question ici, finalement, on a l'impression que les critères qui sont dans ce facteur, dans ce score de risque sont relativement bons, mais finalement, quel est le cut-off qu'il faut proposer pour les patients, pour les implanter en prévention primaire? Ça, je pense que ça nécessite encore d'être défini. Mais en tout cas, ce score peut être utilisé pour éventuellement affiner un petit peu le risque ou déterminer un petit peu le risque prédit, même si on a l'impression que ça surestime quand même pas mal ce risque. Donc en conclusion, les facteurs de risque quand même majeurs d'arythmie ventriculaire, en particulier maligne, on a l'impression que c'est vraiment l'atteinte ventriculaire gauche, en particulier la dysfonction ventriculaire gauche, la syncope, l'atteinte ventriculaire droite sévère. Mais le fait d'avoir évidemment une instabilité électrique comme des TV non soutenus ou une SVP positive sont également associés à un risque d'arythmie ventriculaire au cours du suivi. Le fait d'avoir une activité sportive importante, en particulier, est un facteur de risque que l'on peut corriger. Et donc ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte dans l'interrogatoire et dans la prise en charge du patient. Et puis, il y a ce score de risque qui paraît intéressant, mais qui nécessite d'être encore validé, en particulier sur le cut-off, la valeur de cut-off à proposer pour l'implantation de défibrillateurs en prévention primaire. Voilà, je vous remercie.